Yo la team, comment allez-vous la team? J'espère que la team va bien, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un super réveillon de Pâques. Hein. Moi ça a été très bien, c'est bien passé. Hein. Bien sûr, bon, faut que lui vienne m'embêter dès le début de la vidéo, comme ça c'est super. Oui, comme je disais, ouais, j'ai passé un très bon Pâques. Un réveillon, un très bon réveillon de Pâques, je crois que j'ai dit, hein. Non, je crois que j'ai dit ça, je crois. Hein. Des bonnes fêtes de Pâques, je crois que j'ai dit un réveillon de Pâques. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques. Hein. Moi, ça a été cool, hein, parce que ça a été génial, parce que le jour que je fais Pâques, eh ben, j'ai pas de grosses douleurs, donc j'ai pu profiter à max, j'ai pu être là avec tout le monde, donc c'est super. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour que je vous raconte ma vie sur Pâques, sur ci, sur ça, ça dédié ou la dada. On va parler d'autre chose. Vous savez qu'en ce moment, il y a un gros boom, on va dire, un ancien scandale qui a été il y a 2 ans de ça et qui refait surface. Et moi, je vais vous parler, avant de vous parler du scandale qui revient là au bout de 2 ans, là un gros scandale qui avait même fait arrêter la carrière dans la télé-réalité de 2 personnes. Bon, on va vous dire donc je vais vous parler de ce qui a déclenché le retour 2 ans en arrière de ce gros buzz là. C'est l'interview de Carla Moreau. Carla Moreau, alias Carla Gage, qui vient de faire, il y a quelques jours, un interview sur TPMP Focus. Et cette interview-là a déclenché une vague de vidéos qui sort, d'audio et tout le tralala sur la fameuse affaire, la sorcellerie qu'il y a eu à peu près il y a 2 ans de ça, où que la carrière de non, venez pas mes bébés, la carrière de Carla Moreau dans la télé-réalité s'est annulée. Ah, ça a été fini. Bon, bien sûr, elle a été protégée par TPMP, par tout le tralala, mais ça, on en reviendra sur ça dans la prochaine vidéo, parce que là, on va juste rester sur l'interview, on va rester focus sur l'interview de Carla dans TPMP Focus. On va rester sur ça et je vais débriefer sur ça et on va parler, bien sûr, je vais arrêter, et bien sûr, sur le moment qui a déclenché, on va dire, vous savez qu'il y a eu Marc Blataille, tout ça, qui en a parlé, qui a commencé à déclencher ça. Après, on n'a plus rien entendu. Nabil qui s'y était mis. Après, on n'a plus rien entendu. On s'était dit, ils ont tous été payés, vu qu'on a su que Kevin était parti en rage d'urgence à Dubaï pour pas que toutes ces vidéos-là ne soient sorties. Bien sûr, Carla a été invitée dans TPMP, la fameuse sorcière voyante Danae, elle aussi, a été interviewée aussi dans TPMP. Tout ça aussi, je vous ferai une vidéo, comme ça on va tous rafraîchir la mémoire. Du coup, je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce sujet-là, parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos de 3 heures, pour qu'au moins vous regardez les vidéos, parce que si je vous fais des vidéos de 3 heures, je sais qu'il y en a, c'est trop long, donc du coup, se lassent un peu et du coup ne vont pas jusqu'au bout. Alors c'est pour ça que là, première vidéo, première partie, je vais vous faire l'interview qui a redéclenché toute cette affaire-là. Deuxième partie, on rafraîchira la mémoire avec Carla, qui s'explique que c'est une histoire de chantage, que c'est une histoire de qu'il y a eu des nanas et tout ça au niveau de sa famille, qu'elle a eu des yeux au beurre noir et tout le tralala. Et dans la troisième partie, on verra le droit de réponse de Danae. Et bien sûr, sur la quatrième réponse, là par contre, ça sera, je pense, une grosse vidéo, parce qu'il y aura Nabil qui revient très en colère et qui nous ressort toutes les audios, tout ce qu'il aurait dû sortir, mais il explique pourquoi il n'a pas pu sortir ces vidéos-là à ce moment-là. Donc du coup,
on a du boulot sur la planche entre nous. Donc là, cette première partie va être l'interview choc qui a redéclenché l'histoire de la sorcellerie de Carla Moreau. Vous êtes prêts? On est prêt à écouter tout ça et à débriefer. J'arrêterai comme d'habitude si j'ai des petits trucs à dire, hein, parce que je pense que je vais avoir des choses à redire sur ce qu'a dit. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait avant que je relance tout ça? Eh ouais, on s'abonne. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, venez vous abonner sur la chaîne Sawyer. Et bien sûr, n'hésitez pas surtout à liker. Faites un effort, les radins, faites un effort. Eh, oh! Et merci à tous ceux qui like. Allez, on y va, on va pas perdre de temps parce que, l'interview dure 16 minutes et j'ai pas envie que les premières parties durent des heures et des heures. Hein. Comme ça, on va faire écouter l'interview et ce qui a tout déclenché. Et on y va, bien sûr. Pensez bien à vous abonner et bien liker, surtout. Allez, vous êtes prêts? Tout est prêt. J'espère qu'on entend tout bien, que j'ai pas encore... que ça va encore pas être et qu'il va falloir encore que je rebranche et tout ci, tout ça et tout ça. Vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti. Je vais vous raconter un petit peu toute ma vie, mon démarrage quand j'étais petite jusqu'à maintenant. Il s'en est passé tellement des choses, c'est vrai que j'ai 26 ans et on va démarrer dès l'enfance. Donc j'ai une merveilleuse enfance du côté de ma maman, c'est vrai qu'elle a toujours pris soin de moi. Elle m'a toujours éduquée correctement comme il fallait. C'est vrai que mon papa, j'étais très proche de lui, mais forcément il avait des complications puisqu'il avait des travers assez conséquents. Voilà, il avait des travers compliqués avec une addiction à l'alcool et c'est vrai que j'ai subi beaucoup ça malgré le fait d'avoir été très entourée par la famille de ma maman. Ça m'a forcément affectée. Il y a eu énormément de moments et de scènes qui m'ont marquée à vie. J'ai assisté à beaucoup de scènes choquantes qui m'ont marquée forcément. Et quand j'ai grandi, au final, je pense que comment j'ai grandi, ça a été beaucoup en fonction de ce qui m'a manqué, le fait que mon père n'était pas présent. Donc j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs à présent, parce que je pense que j'ai eu un manque d'affection du côté masculin et de mon père. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis aussi maman poule avec ma fille et à quel point je donne tout pour elle parce que j'ai ressenti des fois des choses difficiles dans ma vie et c'est vrai que ce que j'ai ressenti, j'ai jamais envie qu'elle le ressente. Donc je suis toujours présente derrière elle. Moi, l'école et moi, ça fait... on n'est pas très meilleurs amis. Mais malheureusement, la petite, avec tout ce qui se passe en ce moment, la petite, bien sûr, elle va t'entacher sur ça. Parce que ce qui est sur les réseaux, malheureusement, reste. Et là, tout ce qui est en train de se dérouler sur les réseaux, la p'tiote, malheureusement, elle aura ça en pleine tête, hein, de savoir que ses parents, que son père a fait ci, que son père ci, que son père ça. Malheureusement, ça va l'entacher en espérant que cette petite-là ne souffre pas plus tard de tout ce qui a été dit. Mais c'est des personnages publics et on est obligé de parler de leur buzz. C'est eux aussi. Ils éviteraient de mettre ça au grand jour. Ça n'arriverait pas. Ça se plaint de dire « Oui, nos enfants, ils vont entendre ça. Oui, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous sortez ça ?» Mais c'est vous. Parce que là, c'est quand même, vous allez voir, c'est quand même elle qui a redéclenché cette affaire-là. Allez, hop, on y retourne. J'ai été jusqu'à la coiffure, donc en fait j'ai travaillé jusqu'au collège. Après j'ai fait un apprentissage en CAP coiffure qui s'est très bien passé parce que moi dès que je fais quelque chose c'est soit tout soit rien, donc j'étais une des meilleures dans la coiffure. D'ailleurs avant même de faire de la télé, ce que j'envisageais c'était d'ouvrir des salons de coiffure. Voilà, j'ai toujours aimé ça et le problème c'est que voilà, moi je me donne à 100% dans tout et à un moment donné j'ai été un petit peu déçue de la manière dont je travaillais, ça me convenait plus, je faisais tout le temps les mêmes choses, matin, midi et soir, j'en avais un petit peu marre. À plusieurs reprises, on m'avait proposé des émissions télé et à chaque fois je refusais parce que j'étais tellement bien dans mon boulot et puis j'imaginais tellement m'ouvrir plein de salons et tout que je suis restée focus là-dessus et à un moment donné, je sais pas, ça allait plus, sentimentalement j'avais une déception, j'en avais marre de travailler
dans le lieu où j'étais parce que ça se passait pas forcément très bien avec les filles avec qui je bossais. Donc je me suis dit finalement c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être le moment de changer d'air, de partir dans quelque chose que je ne connais pas, dans l'inconnu. Et tout de suite en fait ils m'ont contacté à travers Facebook. De toute façon, comme elle dit, elle s'entendait pas avec ses collègues, mais elle a eu du mal aussi à s'entendre avec toutes les filles qui venaient dans les Marseillais. Parce que Jessica et tout ça, c'était pas la grande copine. Les gars, c'était pas la grande copine avec les gars. Et puis bon, bien sûr, avec les autres filles, pourquoi elle ne s'est pas entendue? C'est quand même à cause de Kevin. Hein, Kevin qui avait toujours son asticot, qui essayait toujours de sortir. C'est ça. Il voulait toujours frétiller. Dès qu'il y avait une nouvelle meuf, il avait beau avoir une meuf, l'autre fallait... Le jaguar, fallait qu'il frétille son asticot. Toujours. Il pouvait pas laisser son asticot dans sa boîte. Jamais, fallait toujours qu'il sorte. Et du coup, ça faisait pas mal de conflits. Mais bon, hein, c'est ce qu'on aimait. Faut pas se mentir que dans une télé-réalité, c'est ce qu'on aime. C'est les dramas, les scandales, les flirts, les tromperies et tout le tralala, hein, les embrouilles et tout ça, hein. C'est ça qui faisait la marque de fabrique. Malheureusement, c'était pas du tout repos, hein. Pour ce qui est de la télé-réalité. Et j'étais toute jeune parce que j'avais 18 ans. Donc j'étais vraiment toute jeune, je connaissais pas du tout. Je crois que j'avais vu quelques épisodes des Marseillais encore. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ils m'ont fait passer un casting sur Marseille. Je me suis pointée au rendez-vous et en fait, j'ai parlé librement, comme là je parle d'ailleurs. Voilà, je pense qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui était très spontané. Moi, je suis beaucoup dans l'excédent tout, donc je suis une amoureuse de l'amour. Voilà, donc forcément, j'étais un peu la personne parfaite pour correspondre à ce type de format. Donc, ils se sont dit, celle-là, elle va être parfaite, elle va tomber vite amoureuse, ça va être un bordel. Bon, ça a été le cas, mais voilà. Et du coup, j'ai été vite sélectionnée et je suis partie directement dans cette première aventure des Marseillais en Afrique du Sud. Je ne connaissais pas les techniques pour être la candidate parfaite ou pour comprendre tout ce qui allait arriver à la suite de cette aventure parce que moi, je me laissais vraiment porter. Hyper naturel, je réfléchissais pas à ce que j'allais faire, j'étais à fond, à 100% dans ce que je vivais, j'étais trop heureuse, j'étais à l'autre bout du monde avec des personnes que je connaissais pas, des gens complètement fous et jobards qui criaient partout. Donc des fois ça allait un peu moins. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les placements de produits, donc on gagnait notre vie qu'à travers la télé-réalité même. Tout ça, avant, on n'avait pas la chance de pouvoir se le payer. Donc c'est vrai qu'on se disait, c'est génial, on part à l'autre bout du monde, on est avec nos amis, on partage des bons moments, on est H24 avec des personnes. Il faut savoir que ce qu'on vit quand tu es enfermé dans une maison avec des tonnes de personnes, tout est décuplé, c'est-à-dire tout ce que tu vas ressentir va être fois 1000 et forcément, d'ailleurs je pense que ça laisse des séquelles au fur et à mesure parce qu'à force, forcément que tu sors différemment après une aventure comme ça, forcément. Déjà il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc forcément quand on faisait une aventure, en vrai on... Ouais, c'est vrai que tout au début, je vois quand il y a eu le Love, quand il y a eu Secret Story, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça n'avait pas un impact pareil que ça a maintenant. Parce qu'on parlait, on avait des choses à dire, regarde ci, regarde l'autre, nanana, mais et puis c'est vrai que la télé-réalité d'avant, c'est plus la même. Avant, ils étaient nouveaux, donc ils étaient sincères. Il n'y avait pas de dire, ouais, faut qu'on fasse comme ci, faut qu'on fasse comme ça. Parce que c'est vrai que quand ça a commencé, les Marseillais, les ch'tis avant, c'est vrai c'était vraiment des personnes comme nous, qui rentraient dans un jeu, qui connaissaient rien ni d'Adam ni d'Ève, et c'était vraiment, c'était mieux que maintenant. Franchement, et c'est vrai que quand t'es enfermé, encore, moi je trouve pas que c'est de l'enfermement. Parce que, non, bébé, arrête de passer derrière. Je trouve pas que c'était de l'enfermement. Moi, parce que ils allaient en boîte de nuit, ils faisaient ils avaient comment dire, des semaines de travail. Ils avaient des sorties. Ils avaient quand même pas mal de choses. Donc, moi, je dis pas de l'enfermement. L'enfermement, c'est vraiment Love Story et Secret Story qui va bientôt revenir. Ouais, ça va bientôt revenir tout ça.
On s'en foutait du regard des autres, on s'en foutait de l'image qu'on pouvait renvoyer parce qu'en vrai on passait à la télé mais il y avait personne qui allait nous dire « Ah, t'as fait ça à cet épisode-là et tu te rends compte et ton image » et c'est vrai que c'était une pression en moins parce qu'en fait on se laissait quotidiennement porter par tout ce qui se passait. La télé d'aujourd'hui est différente parce que justement ce côté spontané qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire que moi par exemple quand je suis tombée amoureuse de Kevin avec mon compagnon avec qui j'ai passé un long moment, j'étais vraiment amoureuse. J'étais pas là à raconter une fausse histoire, j'étais pas là à dire je vais me mettre avec lui pour rester dans la télé ou pour faire des vues ou pour être connue. Je tombais pleinement amoureuse de lui parce que c'était le cas, parce que j'étais vraiment spontanée là-dessus. Et je pense que ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce genre de comportement. On sait tellement comment ça marche la télé-réalité qu'on en devient plus naturel parce que on connaît par cœur comment ça marche, la fiche technique, alors que pourtant on n'a aucun... Ils connaissent les codes, mais là, comme elle va dire, ils ont aucun scénario, et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que à chaque fois, il est dirigé. Vas-y, elle a dit ça sur toi. Lui, tiens, vas-y, va embrasser lui. Autrement, si tu embrasses pas, t'es pas intéressante. Faut arrêter. Ils ont toujours été poussés pour faire des choses. Ça venait pas de... Je dis pas que peut-être au début, parce que bien sûr, ça n'a jamais été les mêmes équipes qui étaient derrière. Peut-être qu'au début, c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant de, on va dire, de scénarios qu'avait proprement dit. Je me suis un peu trompée, mais mais arrivé à un moment, ils étaient dirigés, fais ci, fais ça. Bien sûr, arrivé à un moment, ils étaient plus dirigés parce que du coup, ils avaient les codes. Maintenant, vers la fin, ils ont les codes. Ils savaient qu'il fallait faire des embrouilles, fallait faire des coupes, fallait faire des tromperies, fallait crier. C'est ça, les Marseillais, c'est ça. C'est les tromperies, c'est les cris, c'est les scandales, c'est tout. Regardez, quand ils s'embrouillaient dans la vraie vie, allez hop, je suis sûre qu'ils étaient, qu'on veut dire, coachés par leur équipe en disant, ne réglez rien entre vous. Il y a l'émission qui commence, réglez ça. Dans l'émission, on veut avoir l'exclusivité sur votre réconciliation ou sur votre embrouille. J'en suis sûre et certain. Ah, attendez, on connaît les codes à force. Aucun scénario, mais c'est juste qu'on connaît ce qui marche, on sait ce que la télé veut de nous. Donc c'est vrai que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant, qui racontent des fausses histoires et c'est dommage parce que du coup ça a tué la télé-réalité qui à l'époque était géniale parce que les gens appréciaient regarder ça parce qu'ils se disaient ah là il se passe vraiment quelque chose, la personne elle pleure parce qu'elle a vraiment de la peine ou elle va s'embrouiller parce qu'il y a vraiment eu une histoire derrière. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui on sait même plus si ce qui se passe c'est parce que on lui a demandé derrière ou parce qu'elle-même veut le faire pour quelques vues. Je ne referai plus de télé-réalité parce que ça ne correspond plus à la personne que je suis. Ça me fait rire. Ça m'a fait rire quand elle a dit « Je ne referai plus de télé-réalité ». Elle n'aurait pas été arrêtée, virée par l'équipe des Marseillais, elle y serait toujours. Faut arrêter de dire, faut arrêter de dire « Oui, je vais pas » parce qu'il y avait peut-être pas les réseaux sociaux maintenant, mais bon, pour pouvoir raviver, pour qu'on reparle, pour qu'ils retournent à la visibilité qu'ils avaient, pour pas qu'ils perdent leur visibilité, pour qu'on reparle d'eux, automatiquement, ça, c'était comme un coup de promo, hop, ils refont une émission, paf, leurs réseaux sociaux, pouf, ils réclataient. Alors en plus, il y avait des embrouilles ou quoi que ce soit, là, c'était carton plein pour eux. Donc, faut vraiment arrêter de dire, faut qu'elle arrête de dire que ça lui convient plus, c'est plus comme ça, moi j'ai changé, je suis mère, non, c'est parce que tu as été coupé sur ton élan. Parce que franchement, t'aurais pu continuer. Pourquoi à chaque fois alors sponsoriser ton mariage, à chaque fois refaire des émissions quand t'as été enceinte, si vraiment la télé-réalité n'est plus ton truc, n'est plus ton fil conducteur. Et dès qu'on te propose une télé-réalité quand même, parce que se faire filmer pendant qu'elle était enceinte pour les préparations de son mariage, je suis désolée, c'est une télé-réalité aussi. Donc, faut qu'ils arrêtent de dire, moi, la télé-réalité s'arrête. C'est parce que la télé-réalité les a arrêtés. Parce que autrement, ils seraient toujours devant
sur l'écran. Faut arrêter de dire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous êtes comme moi. Hein. Leur télé-réalité, comme ils disaient à tout le monde, oui, c'est ma vie, c'est mon travail, moi je suis comme ça, c'est un boulot. Hein. Faut arrêter. En derrière. Je l'ai fait pendant des années. Je pense que j'ai vécu mes meilleures années dans la télé, mais je pense qu'à un certain moment, il faut savoir lâcher ce genre de choses pour partir sur d'autres opportunités plus professionnelles. Quand tu es connu et que c'est facile, parce que tu pars une fois ou deux fois dans l'année, parce que tu as l'habitude de gagner facilement de l'argent, en vrai, tu as envie de faire ça toute ta vie. Forcément que tu t'accroches parce que tu as envie de faire ça toute ta vie. C'est pas un métier fatigant, que malgré tout, même si tu as une charge énorme mentalement, tu pars une fois ou deux dans l'année et après ça s'arrête là. Les choses ont changé, il faut évoluer avec son temps. On le voit d'ailleurs que maintenant, les influenceuses qui marchent le plus, ce sont des personnes lambda. C'est des filles qui font des tonnes et des tonnes de vues alors qu'elles n'ont jamais fait aucune télé. Elles sortent de nulle part, elles sortent de leur maison et au final, elles sont plus connues que des gens qui ont fait de la télé pendant 10 ans. C'est que bien évidemment, les choses, elles ont évolué, elles ont changé et que le public, il a envie d'autre chose. Il faut avancer avec son temps. Moi, j'ai... C'est normal, on veut d'autres choses. C'est que les candidats de télé-réalité, vous avez sali ça. Vous avez sali avec vos embrouilles, avec vos clashs qui étaient salaces, avec vos placements, vos escroqueries. Tout ça, c'est vous qui avez sali. Vraiment, pour moi, c'est les Marseillais. Tous ceux qui ont été dans les Marseillais ont sali ce métier-là. Parce qu'avant, ce métier-là était propre. Et on aimait bien les voir. Moi, j'étais contente. Quand je savais que ça allait revenir, moi, j'étais contente. Mais quand on a su, après tous les scandales qu'il y a eu derrière tout ça, franchement, de revoir ces gens-là, moi, je trouvais pas ça normal qu'on remettait ces gens-là devant l'écran, devant notre jeunesse, de dire ah bah voilà ce qu'ils font par derrière, voilà, et puis voilà on les remet en grand écran. Alors les gamins qui voient ça, ils disent ah bah papa maman, moi je vais faire le scandale, tiens papa fous-moi une claque, hein, nanana. Et puis voilà, on va parler sur les réseaux, comme ça on va me prendre dans une émission, et puis voilà, moi paf. Non, je suis désolée, vous avez, vous, la télé-réalité, parce que moi, je parle pas des autres influenceurs. Bon, il y a d'autres influenceurs aussi qu'on fait des escroqueries, qu'on fait des trucs salaces aussi. Mais franchement, le plus, c'est quand même les candidats de TVR qui ont sali le métier, qui ont abîmé le métier, qui ont abîmé la télé-réalité. J'ai jamais eu la grosse tête, je suis toujours restée moi-même. J'ai pas la notion de ma popularité ou pas. C'est-à-dire, moi, quand je sors, j'ai une vie tellement simple. Je sors de partout sur Marseille. Les gens ils me demandent des photos, oui, mais en fait, je vis ma vie, je m'en fous. Je suis pas... Je pense que ma vie à moi, elle est restée simple. Donc, je suis toujours restée simple. Et puis, je m'adapte tout le temps à la situation. Demain, je gagne beaucoup. Je vais profiter, je vais faire plaisir les gens que j'aime. Mais c'est pas pour autant que je vais dire, regardez, j'ai acheté une telle voiture, j'ai acheté telle montre. Enfin, c'est pas mon délire de montrer, en fait. Je suis plutôt dans ce côté discret. Et je pense que c'est ça qui m'a sauvée aussi de ce côté... très visible, très je montre tout parce que c'est comme ça que je fais rêver les gens. Non, moi je fais rêver les gens parce que justement j'ai une vie classique, que tout le monde puisse se reconnaître. Tu regardes ses stories, franchement, elle parle vraiment de rien. À part ses placements de produits toute la journée, tu regardes ses stories, c'est que des placements de produits. Tu regardes ses stories Instagram, c'est que des placements de produits. Quelques petites story de sa vie, vraiment vite fait, sa petite sa cuisine, mais autrement, cette fille-là, elle ne voit que par le business. C'est story sur placement, sur placement, sur placement, sur placement. Et là, elle a encore fait un interview choc pour qu'encore ces stories refonctionnent. Et elle a voulu mettre des petits pics dans son interview. Elle s'est dit, on va relancer la mécanique et on va reparler de moi. Et bing bing, mes stories vont être re-regardées parce qu'on va attendre que moi je réplique sur ça. Que voilà, c'est juste, ils connaissent, comme je dis, ils connaissent les codes de la télé, ils connaissent les codes des réseaux sociaux, ils savent comment que ça marche, ils savent qu'à chaque fois qu'ils parlent d'eux en scandale ou qu'ils font des révélations de ci, ils savent qu'automatiquement on va aller sur leur story et on va aller chercher juste qu'il y a le moment qui parle de ci, qui parle de ça. Faut arrêter de dire
Ah, la petite Sainte-Nitouche qui fait montrer que si que ça, tiens, elle a l'air d'être une sacrée... De toute façon, ça s'est toujours vu sur elle. Moi, j'ai jamais trop apprécié Carla dans... Elle me faisait pitié en fonction de ce que Kevin lui faisait, mais j'ai jamais trop aimé cette jeune... Quand elle est arrivée à 18 ans, cette jeune fille-là, j'ai jamais trop aimé le personnage. J'ai pas refait ma poitrine, j'ai pas refait mes lèvres, j'ai rien refait. En fait, la personne qui regarde son écran en regardant mes stories, elle se reconnaît. J'ai une vie comme n'importe qui pourrait avoir. Ça, je suis d'accord sur ça. Elle, c'est quand même une des de toutes les candidates de télé-réalité, c'est bien une des seules, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais vraiment une des seules qui n'a jamais eu affaire à la chirurgie esthétique. Ouais, c'est peut-être mis un peu de botox ou un petit peu de trucs comme ça. Elle a eu recours à la chirurgie, hein, ça c'est clair, parce que combien de fois qu'elle s'est fait hein, ils ont tous passé, mais elle s'est rien refait, mais par contre, elle s'est enlevée, elle s'est quand même fait retirer quand même de la graisse à tire-liro, hein. Pas dire qu'elle a jamais fait de chirurgie de chirurgie pas pour changer son apparence, mais pour changer son apparence comme elle avait pris du poids, parce qu'il faut voir quand ils font les émissions, bah c'est vrai que à part toujours être en boîte de nuit, dans les coussins, dans les lits, à dormir l'après-midi et revenir que quand il y a des séquences, après ils dorment, ils viennent quand il y a des séquences, ils bouffent, et ben quand tu ressors, et ben boum, surtout si t'as un tempérament comme moi qui grossit vite, qui est plus facile à grossir qu'à maigrir, hein, ça y a été les coups de... À chaque fois, de toute façon, à chaque fois qu'elle avait pris du poids et qu'elle revenait dans une autre émission, parce que si elle avait pris avant, elle avait fait... Si elle avait pris pendant qu'elle était pas en émission, dès qu'elle revenait en émission, allez hop, pour faire apparaître bien, parce que ils ont été sous le bistouri, hein. Peut-être pas pour changer son apparence, mais je suis d'accord avec elle. Sache qu'à chaque fois, quand on la voyait dans l'émission, on se disait, oh là, bah attention, qu'est-ce qu'elle va savoir refaite, elle? Parce que vu que quand tu regardes dans toutes les dans les Marseillais, les meufs se ressemblent toutes. La Manon, la Laura, la Maëva, toutes se ressemblent. Ah oui, hein, toutes se ressemblent toutes, de toute façon. Mais bon, c'est vrai, c'est quand même une des seules qui ne s'est pas refait les nénés, qui s'est pas pof, mais bon, elle s'est quand même fait aspirer. C'est-à-dire, j'emmène ma fille à l'école tous les matins, je m'occupe d'elle, je lui fais à manger, quand elle rentre, je fais des activités avec elle, je fais mes courses une fois par semaine. Enfin, je veux dire, j'ai une vie vraiment classique, quoi. Je vais pas mentir et dire que non, tout va bien. Bien évidemment que quand tu fais 10 ans de télé avec qui tu as vécu tes relations amoureuses, des amitiés, bah forcément, quand ça va pas, tu as des séquelles, c'est évident. Je pense que dans ce métier de lumière, c'est très compliqué d'avoir des gens vraiment honnêtes envers toi. Parce que beaucoup ont tendance à vouloir faire du buzz parce que justement, ils se disent, bah là, à ce moment-là, au moins, ça va faire des vues, au moins, on va faire parler de moi. Et c'est ça qui est dommage parce que du coup, il n'y a plus rien qui est vrai, il n'y a plus rien qui est vraiment sincère. Et je pense que le public, il a été fatigué de tout ça. Il a été fatigué de voir ces personnes ne plus être naturelles, montrer que du luxe en permanence. Je pense que c'est des choses qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire. Parce que, ok, d'accord, l'excuse de oui, je peux tout filmer, c'est parce que je filme tout que je montre des choses de luxe. On n'est pas obligé de montrer un sac d'une marque de luxe. Tu peux montrer que tu vas aussi chez Zara et filmer que ton truc Zara et ne pas montrer le reste. Après, il faut savoir. C'est ça aussi qui plaît, parce que c'est vrai qu'elle a une sacrée audience, c'est vrai qu'elle fait des vues, c'est vrai que ça marche très bien pour elle, hein. C'est quand même une des candidates maintenant qui est influenceuse. C'est vrai que elle marche bien parce que c'est vrai qu'elle est, comme tout le monde. Elle est pas bling bling comme les autres, comme elle dit. C'est vrai qu'elle est pas toujours en train de faire montrer ses sacs, en train de faire montrer moi je vis à Dubaï, moi ci, moi ça. C'est vrai, et elle est restée en France. Donc c'est vrai, et c'est pour ça que beaucoup de personnes l'aiment, l'admirent. Et quand il y a eu l'histoire de la sorcellerie, elle a été soutenue par beaucoup de followers de sa communauté. Il y en a beaucoup qui ont été derrière elle, que c'est des erreurs du passé, que c'est ci, que c'est ça.
et qui ont avalé toutes ces choses qu'elle a dites. Et à fur et à mesure, vous allez voir que toutes les choses qu'elle a dites ne sont pas non plus si vraies que ça. Ce genre de métier, c'est éphémère aussi. C'est comme un footballeur, il va gagner 10 ans énormément d'argent et puis après, il va arrêter d'en gagner. Donc, il faut aussi se dire qu'il y a différents boulots, il y a différentes manières de gagner de l'argent. C'est vrai que nous, on a eu de la chance parce qu'il y en a très peu qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont choisis et vraiment qui deviennent des candidats emblématiques. Ça a été notre cas à l'heure d'aujourd'hui, mais parce que ça a été notre chance à nous. J'ai rencontré Kevin du coup en Afrique du Sud. Où j'ai eu totalement un coup de cœur pour lui. On a vécu les montagnes russes au fil des saisons, des moments de tournage ensemble. Parce que justement, un coup ça allait, un coup ça allait pas. Bon, c'est un petit peu le même processus que si on était dans une vie classique. Mais c'est vrai que... De toute façon, même qu'elle ne serait pas tombée amoureuse de lui, de toute façon, lui, comme je vous dis, son asticot, il était toujours en train de frétiller, que dès qu'il y avait une meuf, fallait qu'il mette son petit asticot dans la petite ruche. Fallait toujours. Donc automatiquement, elle serait, même qu'elle aurait pas, elle serait pas tombée amoureuse, elle serait tombée dedans. Elle serait tombée dans le panneau et elle aussi, elle aurait fait tic tic tic. Et comme il a fait tic tic dès qu'il y en avait une, c'est parce qu'elle a été accro que lui il est resté avec. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Et puis il s'est dit tiens, une bonne petite. Allez, je suis infidèle une fois, elle revient, 2 fois, ouais, je lui sors les violons, elle revient, 3 fois, je lui ressors les violons, elle revient à chaque fois. Bon, allez, celle-là, je la marie comme ça, au moins, devant tout le monde, j'aurai une vie de famille, j'aurai tout, et puis par derrière, j'irai mettre mon petit asticot dans les ruches à droite à gauche. Ah, voilà ce qu'il s'est dit, c'est pour ça qu'il... Pour moi, hein, c'est moi qui dis ça, hein, je suis pas de ça, mais c'est pour ça qu'il l'a pris, il s'est dit, elle reviendra à chaque fois, dès que je pourrai aller où que je veux mettre mon asticot, elle sera toujours là derrière moi. Malheureusement, le petit asticot, il est sorti une fois de trop. Voilà, on a subi quand même pas mal de choses. Jusqu'à un moment donné où on a décidé de se poser, d'avoir une petite fille. Moi, ce que je voulais, c'était, oui, tomber amoureuse, avoir une famille. Voilà, je suis une femme un peu à marier en quelque sorte parce que j'adore recevoir, j'adore faire plaisir mon mari. Donc, effectivement, ça collait pile poil. Et le fait que lui aussi était sur la même longueur d'onde, on s'est dit, ça y est, c'est le moment de se projeter vers un enfant. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu une merveilleuse petite fille qui s'appelle Ruby. On a vécu des jolies années jusqu'à précédemment, récemment, où ça a été un changement de vie total, on va dire. Avec Kevin, ce qui s'est passé les derniers mois, déjà, ça n'allait plus du tout. Clairement, on prenait des virages complètement différents, que ce soit l'un et l'autre. Et cette dernière année, elle a été radicale. Alors, on a vécu aussi pas mal de choses. On a vécu des scandales qui ont été difficiles, qui ont affecté forcément notre couple, parce que forcément que c'est compliqué. Moi, je parle jamais sur les réseaux de ma vie privée parce que j'aime garder les choses pour moi, mais j'ai vécu des choses très compliquées et très traumatisantes. Et elle sait bien que plus elle va garder sa vie privée, plus les gens vont être à l'écoute du moindre petit truc qu'elle va dire sur elle, du moindre petit truc qu'elle va dire sur son couple, du moindre petit truc. Donc du coup, ça donne, plus tu es silencieuse, dans l'ombre, et que tu essayes de pas faire trop de vagues, comme certains chanteurs. Regardez, Mylène Farmer, c'est pareil. Elle, on connaît pas beaucoup de choses de sa vie privée. Elle s'étale pas, fait pas d'interview comme ça. Et du coup, dès qu'elle sort un truc, tout le monde est dessus. Et elle sait bien, comme je vous dis, elle connaît bien les codes. Elle a bien été briefée, hein, cette petite jeune fille-là. Dans ma vie. Et c'est vrai que si t'as pas le mental déjà tu tiens pas. Et quand il y a eu ce scandale donc de tromperie, c'était très compliqué pour moi. C'est comme si ta mère, elle te donnait un coup de poignard. C'est une vraie trahison, mais familiale. C'est-à-dire que pour moi, quand on trompe une personne qu'on a aimée, avec qui tu partages tout, avec qui, quand tu as des enfants, quand tu es marié, pour moi, c'est la pire trahison. Alors, je sais qu'il y a plein de femmes, et parce que j'en ai discuté avec des tonnes de femmes qui me disent « Ah ben moi, par exemple, j'aurais accepté » ou « Moi, j'aurais pas accepté ». Pour moi, la tromperie, ça a fait partie beaucoup de notre début de relation. Donc, j'ai toujours été traumatisée par ça. Ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai subi énormément
ces trahisons-là. Et j'ai accepté de revenir vers lui par amour parce que je n'arrivais pas à l'oublier. Et je lui avais donc expliqué, bien sûr, quand on allait avoir un enfant, que voilà, c'était soit on se mettait ensemble et on faisait les choses bien et on finissait notre vie ensemble, et enfin du moins on essayait de se tirer le plus vers le haut pour nous, pour notre enfant, ou soit on arrêtait là, on arrêtait de se côtoyer. Et c'est vrai que je lui en veux beaucoup. Alors maintenant c'est passé parce qu'effectivement, voilà, je suis bien d'être séparée et franchement je suis tellement posée dans ma vie. Ça n'allait tellement plus avec lui qu'au final je me retrouve et je me sens beaucoup mieux. Mais par contre c'est vrai que ça a été un chamboulement de vie, que c'est assez traumatisant, que du jour au lendemain tu passes de famille à célibataire, à mère célibataire, à devoir encaisser pas mal de choses, surtout qu'il y a tout qui sort sur les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est pas évident et qu'il faut vraiment avoir un mental très fort. Donc effectivement j'ai vécu des choses difficiles. On s'est séparés à cause de cette tromperie qui a été pour moi... Maintenant, avec le recul, pour tout vous dire, je pense que j'en ai énormément souffert, mais je me sens libérée. C'est-à-dire que j'ai réussi à sortir d'une relation sur laquelle j'étais incapable au départ. J'étais incapable parce que j'étais dans cette relation très toxique. Et puis il faut dire que lui aussi, faut voir les belles paroles qu'il lui disait. Hein. En fin de compte, il savait dire tout ce qu'elle avait envie d'entendre et ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Lui, le jaguar, hein, sacré charreau, ça connaît les bons mots à sortir au bon moment, parce que quand elle était fragilisée, donc automatiquement, bon là, elle est devenue femme, elle a eu une enfant, et c'est d'être devenue mère qu'elle s'est dit, c'est bon, je vais pas supporter ça. Maintenant, j'étais jeune, j'ai supporté, maintenant j'ai ma fille, j'ai pas envie de passer au niveau de ma fille, de dire voilà que ma mère est faible, elle est retournée avec mon papa qui est infidèle et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent oui, bah de toute façon elle savait comment il était, pourquoi elle est continuée. Bah quand tu aimes, malheureusement quand tu aimes là des fois, bah tu veux oublier tout ça. C'est comme une femme qui reçoit des coups. On se dit bah pourquoi elle est pas partie avant. Bah, il y a la manipulation de l'homme, il y a l'amour et tout ça. Parce que Kevin a toujours réussi à bien la manipuler et à la faire rester. Et même, des fois, il arrivait à la faire culpabiliser en lui faisant croire que c'était de sa faute qu'il était comme ça. Ah, j'en suis sûre, parce que vu connaissant le personnage et vu avoir regardé toutes les émissions et le voir comment il se comportait avec elle, on comprend qu'elle n'avait pas assez de force pour pouvoir dire non à ce mec-là. Et maintenant, elle est devenue mère, et c'est pour ça, je pense que c'est en sachant ce qui est dit sur les réseaux sociaux et en sachant que sa fille pourra voir tout ça, je pense que c'est pour ça qu'elle a dit stop, j'ai pas envie que encore plus ridiculisée par ma fille. Où je me disais, je peux pas vivre sans lui, je l'aime, c'est l'amour de ma vie. Puis moi, j'ai toujours voulu finir avec le père de mes enfants. C'était pour moi un schéma obligatoire parce que j'ai tellement souffert quand j'étais petite que pour moi, c'était obligé d'avoir un homme avec qui je partage toute ma vie. Forcément, ça a été très difficile pour moi de me dire, voilà, tu vas te séparer. Quand j'ai entendu ce qui est arrivé, bon, forcément, je me suis écroulée parce que je le souhaite à personne. C'était des conditions très difficiles parce qu'en plus de ça, c'était donc une fille qui était la femme à son cousin, donc que j'avais côtoyé chez moi, dans ma maison et tout. Enfin, c'était un délire, quoi. C'est limite un film que tu te dis, ça existe que dans les films et pas dans une vraie vie. Mais au final, avec le recul, je me dis que cette fille m'a rendu service. Bizarrement, alors que pour moi, j'arrive même pas à prononcer son prénom. Je me dis, en fait, elle m'a autant fait souffrir qu'elle a amélioré ma vie parce que à présent, j'ai souffert. Effectivement, je souffre du deuil que je fais de lui et le fait que j'ai plus cette vie de famille. Mais par contre, je me sens soulagée de plus vivre dans cette relation toxique et d'avoir quitté ça parce que ça ne correspondait plus à ma vie. Et je pense que c'est pas anodin. Puis de toute façon, je pense que la vie, elle fait rien sans rien. Donc maintenant, je prends sur moi. C'est sûr que c'est pas évident chaque jour, forcément, de s'entendre parce qu'on a un enfant en commun. J'ai dû vraiment essayer d'être la plus gentille possible malgré tout. Et c'est ça qui est difficile. Maintenant, en y repensant, je me dis, mais je suis tellement heureuse d'avoir quitté ce que j'ai mis des années à quitter, que maintenant, en vrai, mais fais ce que tu veux. C'était un mal pour un bien, même si j'ai souffert énormément et que forcément, la vie est difficile
pour se remettre dans des changements et dans des transformations différentes, mais c'était un mal pour un bien. Je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir, il les a franchies, donc maintenant, et ben voilà, les décisions ont été prises et chacun fait sa vie. Après, on essaye que ça se passe au mieux pour notre enfant parce que c'est la priorité, c'est Ruby, donc il faut qu'elle se sente bien. Et voilà. J'ai pas de regrets, je pense que j'ai vécu les choses telles qu'il fallait que je les vive. J'ai apprécié mes années de télé, même si elles ont des fois été difficiles. Je les ai appréciées parce que ça a changé ma vie et qu'on ne peut pas cracher dans la soupe alors qu'en vrai, on a tous été très heureux de faire de la télé-réalité. Donc non, j'ai passé les meilleures années auprès des Marseillais. Mais je pense qu'effectivement, il faut évoluer avec son temps et que petit à petit, tu grandis. Moi, j'ai démarré, j'avais 18 ans, j'en ai 26, je suis devenue maman. J'ai été plus posée et j'ai envie d'une direction différente dans ma vie. Donc, je ne crache pas sur ce que j'ai fait, mais par contre, c'est vrai que ça ne me correspond plus. J'essaye de couper mon temps entre le rôle de maman que j'ai et que j'adore faire et ce côté professionnel parce que je sais que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est présente, qui est active pour moi, qui attend toujours que je leur propose beaucoup de choses. Et c'est le cas, donc il va arriver plein de jolies choses. Je ne peux pas vous en parler, mais il va arriver beaucoup de choses. Et bien sûr, de partir sur quelque chose de plus professionnel qui corresponde à ma vie d'aujourd'hui. Côté cœur, je suis célibataire. Voilà, je pense qu'une femme, c'est un peu compliqué. Hein. Je ne pense pas qu'elle refait sa vie aussi facilement. Et puis, ce n'est pas mon but. J'ai envie de profiter de la vie en étant un peu seule. C'est vrai que j'ai jamais vécu, en fait, justement, ce côté femme célibataire, puisqu'on a tellement été tout le temps H24 ensemble depuis des années que j'ai envie de prendre du temps pour moi, de profiter avec mes amis, de me poser, de passer surtout ma carrière en priorité. Et ce qui viendra et ce qui arrivera, arrivera. On verra plus tard. Voili, voilou, voilou, voilou. Bon, bah, elle n'a pas parlé du tout de sorcellerie comme... alors, tout le monde parle que cette fameuse interview a fait de la faire voir qu'elle est en fin de compte toute blanche, qu'elle se fait montrer comme une personne bien, qui n'a jamais rien fait, tout ça. Donc du coup, c'est un peu chicoté tous les blogueurs et tout ça. Bon, maintenant, voilà. Bon, je voulais juste vous faire écouter l'interview qui a déclenché tout. Je vois pas pourquoi ça a déclenché autant de remue, hein, parce que je viens de l'entendre, j'avais écouté que la moitié, j'avais pas entendu la fin. Franchement, je ne vois pas pourquoi ça a ressorti le scandale de la sorcellerie. Viens là, bébé. Je ne vois pas pourquoi. Bref, c'est la petite intro, hein, pour les futurs sujets. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Hein. Moi, ça m'a plu de vous la faire, comme à chaque fois. Hein. J'apprécie toujours, viens là bébé, arrête de sauter. J'adore faire des vidéos, quand je me sens mieux, c'est super bien, comme ça. C'est pareil, je profite de vous faire des petites vidéos parce que pendant quelques temps, je vais être obligée de plus pouvoir vous faire de vidéos. Je pense pas que je serai en état de vous en faire, hein. Là, j'ai repris les vidéos. J'avais réussi normalement les vidéos que je devais vous mettre. Je veux vous les mettre en 2 jours. Bon, je vous les ai mis en 3 jours parce que depuis mardi, je ne fais que ça d'aller à l'hôpital. Hein. J'y étais mardi. Aujourd'hui, on est mercredi. J'y étais aujourd'hui. J'ai eu 2 rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital. Mardi, j'avais rendez-vous avec le chirurgien viscéral. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec, j'avais une radio à faire parce que j'ai un problème j'ai une douleur au niveau de la hanche et puis qui me correspond dans la jambe et tout ça. Et comme j'ai été greffée au niveau de la clavicule, j'avais peur que ce soit au niveau de la greffe qui m'ont pris sur le côté, qui me donne cette douleur-là. Donc, on a fait une radio pour savoir. Et mon deuxième rendez-vous, c'était un rendez-vous avec un anesthésiste parce que j'ai une opération que je vous avais parlé dans mes vidéos précédentes, que je vous avais dit que mardi, j'en saurais plus parce que vous savez que j'ai une douleur qui est là, qui me fait très très mal. Bon là, j'ai pas trop de douleur ce soir parce que j'ai pas énormément mangé, j'ai pas énormément fait. C'est souvent quand j'ai cette douleur, c'est quand je bois un peu trop de gazeux, quand je mange bien et tout ça. Là aujourd'hui, j'ai pas mangé l'après-midi, j'ai mangé que ce soir, donc j'ai pas l'estomac rempli, donc du coup ça me fait pas
autant mal, donc je suis contente de pas avoir cette douleur. Mais bien sûr, dès que je mange, et du coup, j'ai vu le chirurgien mardi qui m'a fait avoir l'anesthésiste parce que du coup, l'opération, elle m'a demandé quand est-ce que je voulais être opérée. Bah, je lui ai dit, moi, le plus tôt possible parce que cette douleur-là, je la supporte plus. Ça fait 20 ans que je l'ai et là, elle devient vraiment trop forte. Je peux plus faire mes lacets, je peux plus me plier, je suis toujours obligée d'être droite et tout ça. Et il y a combien de soirs que j'ai failli appeler les pompiers parce que ça me faisait trop mal. La dernière fois que je suis tombée dans les escaliers de chez moi, j'étais obligée d'appeler les pompiers parce que du coup, bah, cette douleur-là m'avait bloquée. J'arrivais pas à me débloquer parce que j'avais mal partout avec la chute, donc j'arrivais pas. Alors je dis, si un jour je reste bloquée à souffrir comme ça fait terriblement mal. C'est comme une crampe que tu as et que tu arrives pas à débloquer et tu sens une boule qui ressort et tout ça. Donc ça, et du coup, bah là, organiser l'opération le 28 avril. Donc du coup, ça va être dur parce que là, vendredi, alors en plus, là, mercredi, là, j'ai que demain de tranquille, jeudi. Vendredi, je retourne à l'hôpital pour mes perfusions. Vous savez que je vais une fois par mois et je vais avoir quelques jours de répit avant ma séance. Vous savez, ma séance de simulation neurotranscrânienne que j'ai en plus de mes perfs, que je vais avoir le 24 et 4 jours après, je rentre à l'hôpital pour me faire opérer. Et du coup, ce qui me tracassait, comme je vous ai raconté, ce qui me tracassait, c'était de me dire, je vais être obligée de laisser mes bébés. Du coup, mon médecin m'avait dit que je vous avais dit que ce médecin-là, à chaque fois, il raconte que des conneries, que je préfère avoir, parce que il m'avait dit que c'était mes côtes flottantes, et en fin de compte, il me fait l'ablation de la vésicule biliaire, donc il m'enlève la vésicule biliaire. Moi, je pensais qu'ils allaient juste m'enlever le calcul, mais du coup, ils m'enlèvent carrément la vésicule biliaire parce ils pensent que le calcul a fait une infection ou quoi que ce soit. Donc, ils me font l'ablation de la vésicule biliaire et lui, il avait dit que c'était les côtes flottantes. Et après, il me dit qu'on va juste me faire 2 incisions, on m'enlève le calcul et le soir, je sors. Et du coup, bah, ça a été autrement quand j'ai été voir le chir. Le chir me dit, bah voilà, vous êtes seul. Je dis, bah oui. Ah, bah vous allez être obligé de rester le soir parce que du coup, vous allez rester en surveillance parce que si au cas où que vous vous rendormez ou qu'il y a des saignements, pour que quelqu'un puisse prévenir les urgences pour que vous rentrez aussitôt. Il dit c'est très rare, mais on préfère prendre des précautions. Et du coup, si vous avez personne, alors bien sûr, moi j'ai menti, j'ai dit que que j'avais quelqu'un qui venait à la maison. Et vous savez, ma tati qui m'emmène régulièrement parce qu'elle veut pas que je fasse du scooter quand je sors de mes séances ou quoi que ce soit. Eh bien du coup, ce midi, aujourd'hui, quand elle m'a emmenée à mes autres rendez-vous, eh ben, m'a bien dit qu'elle préférait que je reste à la maison parce que elle a peur que ça, elle va s'inquiéter de savoir à la maison, de savoir que ça se passe bien. Et j'aurais une pièce de plus, une chambre de plus. Bah, je sais que j'aurais pu compter sur ma tati. Ma tati serait venue passer la nuit ici pour me surveiller. Mais malheureusement, j'ai pas de chambre de plus. Et donc, et puis avec tous les chats que j'ai, c'est mieux d'avoir une chambre de plus. Alors du coup, bah, mon souci revient parce que je vais être obligée de rester à dormir là-bas, d'abandonner mes petits bébés pendant toute la journée et toute la nuit. Je rentrerai que le lendemain en début d'après-midi. Et ça me fait ça m'embête vraiment. Mais bon, le soir, j'ai ma petite nièce qui est avec mon petit neveu qui viendra donner à manger à mes bébés. Je vais lui préparer des trucs faciles parce que vous savez, moi je suis maniaque, je coupe tous les petits morceaux et tout ça et je leur étale bien pour qu'ils puissent puissent tous manger. Donc du coup, je vais lui trouver du pâté, comme ça elle aura juste à mettre, je vais leur acheter des trucs faciles. Je sais que mes bébés ils aiment ça, ça sera que pour un soir. Je vais leur acheter des petites boîtes que de leurs sachets, comme ça sera moins fatigant pour elles et au moins ils auront à manger. Et comme ça, on en mettra partout dans leur gamelle et voilà. Donc du coup voilà, donc le 28 quand je serai opérée, je sais pas si je vais pouvoir refaire les vidéos tout de suite. Je sais pas comment que je vais être, est-ce que je vais être bien, pas bien, comment que les douleurs seront parce que du coup avec le traitement que j'ai un traitement où on peut pas me mettre
un traitement efficace pour antidouleur parce que les deux ensemble, ça matche pas. Comme j'ai un traitement à base de morphine, ils voulaient me mettre le tramadol. Et le tramadol et le traitement que j'ai, je vous expliquerai peut-être un jour ça, eh bien, ne fait pas bon ménage. Donc, du coup... et en plus, le chir a rien compris à ce que je lui ai dit. Et heureusement que j'ai vu l'anesthésiste, parce que l'anesthésiste, quand il a vu, non bébé, quand il a vu ce qu'il y avait marqué dans le dossier, il me dit, ah bon, bah, j'ai dit, ah non, j'ai dit, ça fait 10 ans que j'ai arrêté tout ça, je touche plus à tout ça. Donc, non. Donc, peut-être qu'il va avoir un autre traitement. Et du coup, c'est pareil avec les perfusions que j'ai vendredi, que je vais être sous perfusion. C'est pareil, le traitement qu'ils mettent dedans, bah, c'est ça aussi qui sert aussi pour l'anesthésie. Et du coup, ils sont obligés de retrouver des autres produits pour pouvoir avoir une anesthésie pas compliquée et tout ça. Donc du coup, c'est ça, et d'avoir des traitements, bah ça complique aussi le reste. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Excusez-moi, j'ai pris 5 minutes en fin de vidéo, je préfère, comme ça c'est vraiment mon noyau dur que vous êtes au courant de ma vie. Je préfère vous dire, parce que ceux qui sont de passage ou ceux qui regardent vraiment pas les vidéos et qui likent pas n'ont pas besoin de savoir ma vie, ce qui se passe dans ma vie. Et c'est pour ça que je recommence à faire mes vidéos, de raconter ma vie en fin de vidéo. Bah, ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, donc là je vais en profiter de vous faire pas mal de sujets. J'essaierai de vous mettre des petits sujets que j'ai envie de vous parler pour histoire de vous mettre, ça vous plaira peut-être pas, je sais pas, mais j'essaierai d'avoir des petites vidéos et si je peux revenir le plus tôt possible, bah je vais faire mon max pour venir le plus tôt possible, hein. Et puis bah pour être là pour vous faire vous divertir et essayer de vous changer les idées. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser, hein. Je vais vous faire de gros bisous. Et puis bien sûr, avant de se quitter, j'allais oublier les petits blabla habituels. Si vous êtes encore là et que vous êtes jamais venu ou que vous venez régulièrement mais que vous êtes jamais abonné, eh bien, pensez à vous abonner, pensez à rentrer dans la team et surtout me donner de la force parce que vos abonnements, les likes, ça me donne beaucoup de force. Le référencement, ça aide pour ma chaîne. Alors, pensez à liker, pensez à vous abonner et pensez surtout à mettre un petit commentaire aussi. Pensez à dites-moi ce que vous pensez sur tout ça, hein. Et bien sûr, et merci, hein, j'ai oublié, merci aussi à tous ceux qui likent, tous ceux qui sont abonnés, qui sont encore là à regarder la vidéo. Merci parce que c'est grâce à vous, tout ça, tout ce que j'arrive à faire, c'est grâce à vous. Alors pensez, un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Et bien sûr, la petite cloche de notification, pensez bien à l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, et ben moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se dit à très vite. Allez, ciao. Bisous. Je prépare les autres vidéos pour les autres parties qui vont être très intéressantes. Allez, bisous.